Traverser la filmographie de Jean Renoir, c'est découvrir une œuvre à deux facettes. L'une sombre et tragique, et l'autre solaire, épiphanique. Mais la coupure est loin d'être aussi franche. Et certains films du cinéaste s'amusent à mélanger les humeurs pour en créer une qui les contient toutes. Joie et gravité, légèreté et sentiment du tragique. On parlera d'un sentiment paradoxal. Et il faut se laisser guider par certaines héroïnes renoiriennes, corps conducteur de ce sentiment paradoxal, pour le ressentir, l'appréhender. Ce sentiment peut surgir n'importe où. Par exemple, à Beson, là où prend place l'intrigue d'une partie de campagne, adaptation d'une nouvelle de Guy de Maupassant, qui n'est qu'un prétexte pour Renoir à circuler ou naviguer dans les peintures du père, Pierre-Auguste. La balançoire, un bon petit lapin sauté, de la salade et du dessert. Pousse-moi fort, voyons. la grenouillère, Dis, on pourrait peut-être déjeuner ici. Ah oui, un nombre de ce petit arbre, on fait pas mal. Tu es sûr qu'il n'y a pas de fourmis? et le déjeuner Non, des il y a pas de canotiers. fourmis. Dis, il y a des cerises. Réalisé en 1936, le film reste inachevé. Il n'en est pas moins l'écrin parfait, et finalement achevé, de ce drôle de sentiment qu'essaie de formuler Henriette à sa mère, venues toutes deux en famille pour passer une journée à la campagne. Derrière les badinages sans conséquence des pittoresques canotiers, derrière les minauderies de Madame Dufour et l'émerveillement naïf de deux citadines, mère et fille qui s'extasient devant des brins d'herbe, se déploie un bouleversement qui traverse littéralement le corps de Henriette. Un vertige. Ou comme elle dit, une espèce de tendresse pour tout, une espèce de désir vague, une envie de pleurer. Une espèce de tendresse pour tout. Pour l'herbe, pour l'eau, pour les arbres. Une espèce de désir vague. N'est-ce pas? Ça prend ici, ça monte. Ça me donne presque envie de pleurer. Il faudra attendre plusieurs minutes pour voir aboutir cette envie de pleurer. Il faudra attendre l'oiseau qui chante dans l'arbre, l'isolement amoureux, l'étreinte du canotier qui affûte ce désir vague et le fait couler. Ce quelque chose reste pour autant innommable. Trop vaste pour être contenu par les mots, mais parfaitement attrapé par la caméra de Renoir et le visage de Sylvia Bataille qui tente de contenir ce bouleversement intime. Ce quelque chose qui traverse Henriette nous donne envie de lui demander, à chaque vision, pourquoi pleures-tu ? Le spectateur connaît la réponse. Du moins, il imagine bien la jeune femme répondre « Je pleure pour tout ». Autre décor, autre époque. Le XVIIIe siècle dans une colonie espagnole d'Amérique latine, où débarque une troupe de théâtre italienne avec à son bord la comédienne Camilla, jouée par Anna Magnani. Le Carrosse d'or, réalisé en 1953, adaptation d'une pièce de Prosper Mérimée, est le théâtre de sentiments qui se heurtent, s'enchevêtrent, se désynchronisent. Les atermoiements du cœur sont à l'image des décors vertigineux. Des rideaux qui se lèvent sur d'autres rideaux, des portes qui donnent sur d'autres portes, et des portes qui s'ouvrent sur d'autres scènes, d'autres hommes. Si bien qu'on ne sait plus où est la vie, où est la scène, si bien que la vie devient un théâtre, et le théâtre devient la vie. C'est justement ce que Camilla comprendra. Elle qui doit se décider entre trois hommes, trois destins. Elle qui, entre trois options, choisit la quatrième, celle de sa vocation. Allez-vous-en. Allez-vous-en tous les trois. Là encore, vertige. Vertige d'un personnage féminin qui prend conscience, devant nos yeux, de sa juste place dans le monde. Elle est actrice, et ses joies, ses peines, seront liées à son métier. C'est l'autre paradoxe de cet étrange sentiment renoirien. Il est à la fois restrictif et oblige à l'humilité, je ne suis qu'une actrice, mais ouvre sur un véritable bouleversement de l'être, un niveau de conscience supérieur, d'hyper-lucidité. Car appréhender sa juste place dans le monde suppose d'avoir, au préalable, un sentiment du monde. À travers les personnages que tu incarneras, tu découvriras peut-être la vraie Camille. Autre rideau, celui du Moulin Rouge dans le Paris de la Belle Époque. Une danse remise au goût du jour prête son nom au film, French Cancan, réalisé en 1954. French Cancan, ou la conversion d'une jeune blanchisseuse, Nini, jouée par Françoise Arnoux. La conversion au monde du spectacle et surtout à la vision du monde et du désir de Henri Danglars, joué par Gabin. Je m'appelle Danglars. J'ai eu l'hippodrome, le jardin de Paris et maintenant j'ai le paravent chinois.
Et demain, peut-être que... Enfin, là, c'est une autre histoire. Alors, viens de prendre tout à l'heure. Au revoir. Danglars, homme de spectacle qui se refuse à la possession amoureuse jusqu'à en faire un principe de vie. Ce que ne supporte pas la petite Nini, devenue sa maîtresse, et donc danseuse de French Cancan. On se trouve à la quasi-fin du film, juste avant l'apothéose finale. On dégage le parterre, le public s'impatiente, réclame les danseuses. Mais elles sont retardées par Nini, qui s'est enfermée dans sa loge, étreinte par la jalousie. Danglars en aime plusieurs, Danglars et volage. Et l'homme de débarquer pour sermonner Nini. La tirade de Gabin Danglars pourrait ressembler aux remontrances paternalistes d'un bourreau des cœurs. Mais c'est plutôt un précis d'éthique renoirienne, Renoir qui écrivait en 1975, dans Ma vie et mes films, qui sont ses mémoires, « Le problème de la vie ne consiste pas à s'isoler, de peur d'avoir à partager ce trésor, le moi absolu, mais à s'intégrer. Posséder un être, comme le voudrait Nini, c'est vouloir l'isoler d'un mouvement plus grand que soi, un mouvement vital et qui, ici, prend la forme du spectacle. Danglars, homme de spectacle, homme spectacle, est là pour rappeler à ces danseuses qu'on n'enraye pas le mouvement, pas même par un chagrin. Tous, elles comme lui, tous ne sont que les braves petits soldats au service d'une chose plus grande qu'eux, le spectacle, le public. Et Nini de sécher ses larmes pour se jeter littéralement dans l'océan de danseurs surexcités, dans un orgasme collectif dans lequel elle se dissout. Le problème de la vie ne consiste pas à s'isoler, mais à s'intégrer. Il faut renoncer à quelque chose, cette vision exclusive de l'amour, mourir un peu, pour pouvoir accéder à une définition plus profonde de la joie. Comme dans une partie de campagne, les larmes de Nini précèdent son extase. Comment concilier, dans le cœur d'une jeune fille, deux informations qui se contredisent ? Que penser de la vie quand un drame, la mort tragique d'un frère, est suivi par un grand bonheur, la naissance d'une petite sœur ? À cela, Le Fleuve, réalisé en 1951 et adapté du roman éponyme de Rumer Godden, y répond. Il répond qu'il faut un sentiment à la mesure de la vie, ni triste ni gai, mais gai et triste simultanément. Un sentiment suffisamment large pour faire cohabiter ce qui apparaissait comme irréconciliable. Une sorte de joie paradoxale, comme Clément Rosset l'appelle, et qu'il définit comme la force majeure. Dans son essai du même nom, publié en 1983, le philosophe français écrit ces mots, qui auraient pu être ceux de Harriet dans Le Fleuve, de Henriette dans Partie de campagne, de Nini dans French Cancan, ou de Camilla dans Le Carrosse d'or, au moment même où, à l'écran, éclot leur conscience, au moment même où elles sont bouleversées. Clément Rosset écrit ces mots. Ou bien la joie consiste en l'illusion éphémère d'en avoir fini avec le tragique de l'existence. Auquel cas la joie n'est pas paradoxale, mais est illusoire. Ou bien elle consiste en une approbation de l'existence tenue pour irrémédiablement tragique. Auquel cas la joie est paradoxale, mais n'est pas illusoire.